Le mot d'ordre de grève illimitée des enseignants du supérieur levé. Vous aurez l'intégralité de la déclaration du comité dans ce journal. Contre la fermeture des écoles sans mesure d'accompagnement, les enseignants du privé qui sont à 10 mois sans salaire interpellent le gouvernement. Nous y reviendrons. Conseil national de la transition. L'équipe en place va-t-elle réellement contrôler l'action gouvernementale? Élément de réponse dans cette édition avec Boubacar Bokoum, analyste politique. Nous sommes vendredi 8 janvier 2021. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonne nouvelle. Un accord a été enfin trouvé entre les syndicats des enseignants du supérieur et le gouvernement de la transition, après plusieurs mois de bras de fer entre les deux parties. Suivant Dr Abdoul Malé, secrétaire général du comité pour la déclaration. Il est au micro de Madina Traoré et Djakarija Dameli. Déclaration du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNESUP. Suite au préavis de grève du comité exécutif national du SNESUP, en date du 21 décembre 2020, une commission de conciliation s'est réunie le 31 décembre 2020 et les 4, 5 et 7 janvier 2021 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au terme des négociations, les résultats suivants ont été obtenus. Point 1. Les points statutaires. 1.1. L'application de la grille plancher 1368 et plafond 3000 aux anciens chercheurs. Accord. 1.2. L'application immédiate de l'article 66 du statut des anciens chercheurs en vue de l'augmentation de 20% de la grille indiciaire. Accord. 1.3. L'application immédiate de la prime de recherche conforme à l'article 34 du décret numéro 2017-0850 PM du 9 octobre 2017 fixant les modalités d'application du statut des anciens chercheurs. Accord partiel. 1.4. L'augmentation de 2 ans de l'âge de départ à la retraite pour les professeurs directeurs de recherche et les maîtres de conférence, maîtres de recherche conformément à l'article 97 du statut des anciens chercheurs. Accord partiel. Point 2. Les arriérés d'heures supplémentaires, les tâches liées aux examens et la régularisation des salaires. 2.1. Le paiement immédiat des arriérés d'heures supplémentaires et les frais des tâches liées aux examens. Accord partiel. 2.2. Le paiement immédiat des heures supplémentaires dues aux enseignants permanents exclus de l'arrêté de paiement du 2016-2017 et 2017-2018 à la FSEC. Accord. 2.3. Le rétablissement immédiat des retenues arbitraires opérées sur les salaires des doctorants de l'Institut national de formation en sciences de la santé et le déblocage des demandes de congés de formation. Accord. 2.4. L'alignement immédiat des salaires des agents fonctionnaires de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou, iracisé le 1er octobre 2019. Accord. 2.5. L'effectivité du paiement des salaires des travailleurs contractuels de l'Institut d'économie rurale par la subvention de l'État. Accord. Point 3. Le recrutement à la carrière. 3.1. Le dessaisissement immédiat du directeur du Centre national des concours de la fonction publique, de la gestion du dossier d'intégration dans la fonction publique des 59 travailleurs contractuels pour incapacité avérée. Accord partiel. 3.2. Le maintien de la date du samedi 26 décembre 2020 pour l'organisation du test d'aptitude des 59 travailleurs contractuels de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Accord partiel. 3.3. Le maintien du reclassement de 11 des 59 travailleurs contractuels dans la catégorie professionnelle A, conformément aux résultats des travaux de la commission technique. Accord partiel.
3.4. La gestion des dossiers des contractuels en instance, y compris ceux de 2015-2020, pour leur intégration dans la fonction publique. Accord partiel. 3.5. La réalisation des attachés de recherche et des assistants par la relecture de l'article 15 du décret numéro 2017-0850 PM du 9 octobre 2017 fixant les modalités d'application du statut des anciens chercheurs. Accord. 3.6. L'affectation immédiate des anciens chercheurs recrutés en 2017 dans les hôpitaux. Accord. 3.7. L'effectivité du fonds études et recherche pour les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Accord. Point 4. La gouvernance. 4.1. L'effectivité de la régularisation de la situation administrative et financière des agents de l'Institut d'économie rurale et du Centre national de transfusion sanguine, de l'Institut national de santé publique, de la FMOS-FAV de l'ENI-ABT. Accord partiel. 4.2. L'application du procès verbal de conciliation du 27 janvier 2020 par rapport à l'unité de formation de production UFP de l'UG. Accord partiel. 4.3. La délégation des pouvoirs au directeur des instituts et aux doyens des facultés pour la gestion de leur quote-part des ressources propres. Accord partiel. 4.4. L'annulation de la décision de licenciement des agents du Centre régional de recherche agronomique de Sotiba, licenciés pour fait de grève. Accord partiel. 4.5. La signature du décret d'attribution du passeport de service aux anciens chercheurs. Accord. Point 5. Le respect des cadres organiques des structures. Accord. Point 6. Les infrastructures et les équipements. 6.1. L'acquisition de 2 navettes de 52 places au profit des travailleurs du pôle universitaire de Kavala. Accord partiel. 6.2. La construction d'une cité des enseignants au pôle universitaire de Kavala. Accord partiel. 6.3. La construction et l'équipement de la bibliothèque universitaire centrale, BUC. Accord partiel. Point 7. La sécurité. 7.1. L'opérationnalisation du plan de sécurisation de l'espace universitaire. Accord. 7.2. La sécurisation du patrimoine foncier des universités, des grandes écoles et des institutions de recherche. Accord. 7.3. L'attribution des blouses et des badges au personnel. Accord. Au regard des avancées notables sur les points de revendication, le comité exécutif national du SNUSUP suspend son mot d'ordre de grève du 5 au 9 janvier 2021 et invite ses militants à reprendre le travail. Salutations militantes. Bamako, le 8 janvier 2021. Toujours dans le cadre de l'éducation, la rentrée scolaire 2020-2021 était initialement prévue pour le mardi 5 janvier dernier. Pour raison de coronavirus, elle a été repoussée jusqu'au 25 de ce mois. C'est dans ce cadre que les enseignants évoluant dans les madrasas et les écoles privées du Mali ont décidé de faire un sitting aujourd'hui devant le département du Titel. Les détails avec Abdoul Berté, secrétaire général des syndicats libres des enseignements des écoles privées du Mali. Il est au micro de Madina Traoré. Sorti pour une manifestation, un sitting devant le ministère de l'Éducation, juste pour dénoncer une situation, en fait, puisque les écoles sont fermées depuis, on peut dire, pratiquement le 18 mars 2020, puisqu'il y a eu une reprise et après on a fermé pour raison du Covid-19. Et donc, on s'est dit que c'est injuste, puisque ça fait 10 mois que les enseignants du privé sont sans salaire. On n'a eu aucune assistance de nos promoteurs, et encore moins de l'État. Donc, on s'est dit que nous sommes des Maliens, il faut que cette situation change. Raison pour laquelle l'ensemble des enseignants des écoles privées et les enseignants des médecins ont décidé de sortir ce matin pour dénoncer ce fait. Et Dieu merci, les enseignants sont sortis, les enseignants des deux ordres d'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement classique et les médecins, nous sommes sortis. Et on a crié haut et fort pour dire d'ouvrir les écoles et de prendre des mesures d'accompagnement à l'endroit des enseignants des écoles privées et médecins. Nous reprochons à l'État et au gouvernement la lenteur
dans les prises de décision. Nous reprochons à l'État le fait que l'État ne s'intéresse pas aux enseignants des écoles privées, le désintérêt de l'État face à la situation. Nous reprochons beaucoup de choses à l'État parce que c'est l'État qui a autorisé l'ouverture de ces écoles privées et l'État n'y veille pas. Les écoles, c'est le désordre total. Il n'y a aucun respect des droits des enseignants et il y a beaucoup de choses qu'on voudrait taire pour le moment qui se passent dans ces écoles privées. Et l'État est là, impatient et inactif. L'État ne fait rien, surtout pour les enseignants des écoles privées. Donc nous sommes sortis ce matin pour dénoncer cela. Et à l'État, nous avons toujours dit, si l'État s'impliquait un peu dans la gestion de ces écoles privées-là, ça pouvait au moins amoindrir la situation dans laquelle les enseignants du privé se trouvent. Vous savez, la démarche syndicale veut qu'on commence par le sommet. Le sommet, c'est pour nous le département ministériel. Et évidemment, avant tout cela, on a rencontré nos promoteurs, nos employeurs. On les a rencontrés à maintes reprises. Et même, pas même qu'hier seulement, nous les avons rencontrés pour d'abord les présenter notre souhait de sortir aujourd'hui, puisque c'est nos employeurs, c'est nos patrons. Et donc, si on doit agir, au moins par respect, on doit les informer. Nous avons été à leur siège, à l'AIPAM, on s'est rencontrés, on a parlé de beaucoup d'aspects. Et même, ils disent que vraiment, ils ont de la peine à nous regarder de face parce que eux-mêmes, ils n'ont pas la solution à nos problèmes. C'est l'État qui est normalement l'arbitre dans cette situation, mais l'État refuse de prendre sa responsabilité. Et donc, nos patrons, c'est nos employeurs, c'est les promoteurs. On les a rencontrés à maintes reprises, mais ils sont incapables de trouver une solution à nos problèmes. Et aussi, le patronat dont vous parlez, dans les jours à venir, vient très bientôt. On va essayer de les rencontrer, le patronat du Mali, pour au moins parler de nos problèmes, puisque les promoteurs aussi se retrouvent dans ce patronat-là. Donc il faut commencer souvent par les premiers intéressés, c'est-à-dire les patrons, nos patrons, les promoteurs. Et maintenant, le jour qu'on sera devant leur grand patron, c'est-à-dire le patronat, et là, ils seront quand même à l'aise, ils vont dire qu'ils ont commencé, ils ont respecté les étapes et tout ce qu'il faut. On a demandé à maintes reprises d'ouvrir les écoles. Parce que nous, nos sources de revenus, c'est dans ces écoles-là. Si les écoles sont fermées, nos sources de revenus sont fermées. Et c'est comme si, voilà, nous aujourd'hui, nous sommes en train de survivre. Hein, parce qu'un chef de famille, 10 mois sans salaire, vous pouvez imaginer ce que ça fait. Et maintenant, le coronavirus, c'est un fait. C'est une situation inédite qui, aujourd'hui, nous pose beaucoup de peine. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que dans un pays, qu'on ferme les écoles et qu'on ouvre les bars, les restaurants, les lieux de culte et pratiquement les marchés et qu'on ferme les écoles. Pour nous, la décision devait être uniforme. Si on fermait les écoles, il fallait fermer les mosquées, fermer les marchés et fermer voilà, tout ce qui s'ensuit. Tous les lieux où on peut faire des regroupements, il faudrait les fermer également. Et là, la décision allait être équitable. Le tout nouveau bureau du Conseil national de transition, CNT, figure des représentants des forces de défense et de sécurité, les partis politiques et le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, des membres des organisations de la société civile, regroupement des jeunes et organisations féminines, afin de savoir si cette équipe du CNT pourra-t-elle contrôler les actions gouvernementales. Notre équipe de reportage a tendu son micro à Boubacar Bokouma, analyste politique. Il faut comprendre le contexte de la transition et le contexte du Conseil national de la transition. Le concept, c'est que théoriquement, c'est une substitution de l'Assemblée nationale, mais qui n'est pas une Assemblée nationale. Donc, qui n'offre pas une légitimité, qui n'est pas élue à la base et qui n'a pas cette capacité réelle, objective d'aller à un contrôle réel. Mais pour les besoins de la fonctionnalité de la transition, effectivement, cet instrument s'avère être nécessaire. Mais il est important aujourd'hui que les citoyens comprennent que nous devrions tous nous tenir comptables de cette situation et s'inscrire dans la veille stratégique et citoyenne. C'est-à-dire que nous tous, en tant que citoyens, nous devons aujourd'hui d'accompagner cette transition, de veiller à ce que la transition se passe bien, de voir est-ce qu'ils sont en train de pécher, est-ce qu'on doit les orienter, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour que cette transition marche. Parce qu'en réalité, c'est que les gens ne sont pas en train de comprendre. Il ne faut pas aller dans la guerre des tranchées. Nous avons dit en son temps que la classe politique doit rester en veilleuse pour attendre que cette transition finisse. Théoriquement, elle doit durer 18 mois. Donc nous devons tout faire pour que cette transition pose les actes essentiels
fasse les prémices et que ceux qui vont venir après puissent gérer de façon légitime et de façon légale le pouvoir. Donc si nous sommes conscients que nous sommes dans une période transitoire, et cette transition, elle est réellement une transition qui s'inscrit dans une phase critique de l'évolution de notre pays. Ça veut dire que nous avons, dans les années 90, opté pour une démocratie qui n'était pas une bonne. Donc en réalité, l'ère mitterrandienne de la démocratie a montré ses limites. C'est un échec total. Le cas de Trump aujourd'hui montre à suffisance que la démocratie a de très grandes lacunes. Donc si nous avons effectivement copié le modèle occidental que le sommet de la Baule en son temps nous a imposé, aujourd'hui il est important de tirer le bilan de cette démocratie et de dire qu'il faut aller vers autre chose. Et cette autre chose, je pense que c'est de comprendre qu'il faut aller à une réelle transition d'époque. Donc l'époque mitterrandienne, on considère que cette phase est fermée et on ouvre une nouvelle époque, c'est que nous avons un nouvel espoir démocratique. Donc aujourd'hui, nous avons compris que le principe fondamental de la démocratie, elle est intéressante, mais nous devons nous projeter dans une vraie démocratie. Donc pour nous projeter dans cette vraie démocratie, il faut que cette transition fasse le travail qui consiste à dire qu'après eux, nous allons pouvoir effectivement avoir des bons instruments qui vont permettre d'exercer dans une très bonne démocratie. Donc nous appelons ça la transition. Nous n'appelons pas la transition des 18 mois, mais plutôt une transition d'époque. Donc l'époque révolue de l'ère mitterrandienne de la démocratie qui nous amène vers un nouvel espoir d'ère démocratique. Donc ce nouvel espoir, nous espérons que le Mali s'inscrit dans une nouvelle ère où ce serait un Mali émergent. Donc aujourd'hui le CNT à lui seul, n'ayant pas la légitimité populaire, étant nommé dans les conditions que nous savons, nous pensons que effectivement c'est juste un instrument. Mais cet instrument doit être accompagné par une volonté populaire et une volonté globale, parce que nous sommes quand même dans une crise très profonde, une crise globale, sécuritaire, économique et institutionnelle. Donc la crise est tellement profonde qu'il est nécessaire aujourd'hui que ce soit l'ensemble des citoyens maliens qui s'impliquent. Donc on ne doit pas s'asseoir juste regarder le CNT en faïence, en chien de faïence comme des ennemis, ou regarder ceux qui sont en face en train de gérer cette transition comme des ennemis. Nous devons comprendre que l'enjeu est plus important que tout ça et que nous puissions effectivement nous mettre ensemble pour une bonne transition. Donc c'est comme ça que je vois le problème. Le CNT n'est pas suffisamment outillé, ne reflète pas la légitimité réelle du pays, toutes les représentations ne sont pas effectivement effectives, donc l'inclusivité, de mon point de vue, n'est pas là. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser le CNT seulement faire ce travail. Ce que je voudrais ajouter en plus, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que cette notion d'inclusivité qui est recherchée souvent par la classe politique, qui fait qu'effectivement ils ne se comprennent pas avec les gens de la transition et qu'ils sont dans des revendications souvent, de mon point de vue, stériles, il est important que nous mettions tous la main à la pâte, que nous comprenions que cette transition doit réussir. Alors si elle doit réussir, ça veut dire qu'elle doit avoir besoin d'une assistance technique. Parce que tous les changements que nous avons demandés doivent être élaborés effectivement par des techniciens. Donc ce sont ces techniciens qui vont élaborer des modèles institutionnels, modèles économiques, modèles de développement économique, social et culturel, qui seront mis effectivement à la disposition du CNT qui effectivement peut le transformer en loi ou éventuellement le gouvernement fait des propositions dans ce sens et cela est validé par le CNT. Donc en réalité, il faut comprendre que le CNT, ce n'est que juste un instrument provisoire, un instrument par défaut que nous utilisons aujourd'hui pour réussir cette transition. Donc il ne faut pas qu'on s'asseye et qu'on pense que la transition à elle seule peut tout faire et que le CNT à lui tout seul peut faire et qu'ils ont toutes les compétences et la légitimité requises pour le faire. Non, je pense qu'il faut que chacun d'entre nous s'implique. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.